Précédemment dans Superstream. Alors pendant que Juliette nous faisait faux bond pour arpenter le Comic-Con de San Diego, Émilie décrochait enfin une victoire à l'appel à un ami. Notre experte en Game of Thrones, Claire, venait partager sa déception face à la saison 2 de House of the Dragon avec un avis partagé par 54% d'entre vous. Toujours en deuil, Simon, notre passionné de charme, venait nous clamer son amour pour Prue, le personnage de la regrettée Shannon Doherty. Et vous avez été 77%, une victoire record, à partager son avis sur le fait que les producteurs de la série auraient dû virer sa rivale Alyssa Milano, l'inoubliable Phoebe, plutôt qu'elle, à la fin de la saison 3. Pour ce numéro de rentrée, une de nos invitées va devoir sortir de très bons arguments pour vous convaincre avec son avis très osé sur une série culte, mais on s'en reparle après le générique. Enfin, je préfère la pièce, mais j'aime. Tu défends les faibles Voilà. et les opprimés. Voilà. C'est pour sortir les anciens dossiers, Laurent. Mais je sais que toi, tu attends. Je te fais un jingle maison. Superstream. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce 4e épisode de Superstream, le podcast de télé-loisirs consacré au streaming. Alors nous sommes de retour, plus en forme que jamais je l'espère, après les vacances pour parler des séries, films ou documentaires qui font l'événement sur Netflix, Canal+, Disney+, ou encore Prime Video. Pour ce nouveau numéro, on va voyager de Paris à une île déserte. Pour cela, vous allez être accompagnés par les plus géniaux de nos stewards et hôtesses de l'air, nos chroniqueurs bien-aimés, Marc Arlin, Juliette Osbrock et Émilie Lopez. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Hello. C'était beau ce cœur. Alors Marc, Juliette, Émilie, c'est la rentrée. Nos auditeurs ont sans doute envie de faire le plein de nouveautés pour dissiper un peu le blues de cette fin de vacances, de la fin de l'euphorie des JO, des Paralympiques. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller ce mois-ci ? Émilie, c'est toi la grande gagnante de l'appel à un ami le mois dernier. Alors, c'est toi qui as la parole. Alors, on est censé leur empêcher d'avoir le blues, mais moi, je vais quand même parler d'un documentaire qui est pas non plus super feel good. Hein. Je te vois rire, mais oui. Donc, du coup, je vais vous parler, comme d'habitude et comme souvent, d'un documentaire de Netflix sur un fait divers. J'aime beaucoup les faits divers. Et il s'appelle American Murder, avec mon bel accent, Laci Peterson. En fait, l'histoire, c'est une femme enceinte de 8 mois qui disparaît la veille de Noël. Son mari prévient la police. « Ah, mon Dieu, ma femme, elle a disparu. » Et c'est un documentaire en 3 épisodes de 50 minutes. Très rapidement, on se rend compte que le mari n'est pas tout rose dans cette histoire. On se rend compte qu'il a une maîtresse. Et c'est une affaire qui a fait grand bruit aux États-Unis. On n'en a quasiment pas entendu parler en France. Enfin, en tout cas, moi, qui aime beaucoup les faits divers, qui suis passionnée de faits divers, c'est horrible de dire cette phrase, qui m'intéresse beaucoup aux faits divers, j'en avais jamais entendu parler. Et je trouve que c'est la force justement de Netflix de toujours mettre en avant des histoires assez fortes dont on n'aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu Netflix. Ça m'a un peu rappelé le documentaire sur l'affaire Watts, où pareil, même topo, un mari qui dit que sa femme a disparu. En fait, on se rend compte que c'est lui qui a zigouillé toute la famille. Je trouve ça assez fort, la façon dont c'est présenté. Il est encore une fois, comme souvent dans les documentaires de Netflix, très bien fait. C'est que 3 épisodes de 50 minutes. La fin est un petit peu longue, ça tire un peu sur la longueur tout le temps du procès. Mais voilà, je trouve ça important, encore plus aujourd'hui où les féminicides sont très présents, de montrer ce genre d'histoire et de montrer qu'un mec sous tout rapport, et ou un couple où on se dit tout va bien chez eux, en fait, ça peut vriller. Et rappeler que les bourreaux et les tueurs, les violeurs, c'est pas toujours les mecs qu'on décrit dans les films, à savoir des gros méchants. Ça peut être Monsieur Tout-le-Monde qui peut faire l'indicible. Je rappelle encore une fois que la femme était enceinte de 8 mois quand il découvre les corps, du coup. Donc, effectivement, pas feel good du tout pour commencer cette rentrée, mais un nouveau documentaire intéressant. Donc, coup de cœur pour toi, Émilie. Totalement. Juliette, toi, c'est plutôt un petit coup de gueule, je crois. Ouais, du coup, pas hyper feel good non plus. Ouais, alors on commence mal cette rentrée. C'était une série qui te faisait saliver, mais... Exactement, ouais, Joli. C'était le retour de The Bear, qui est devenu l'une des séries phares de Disney+, avec le devenu très hype Jeremy Allen White, dans le rôle d'un chef talentueux qui revient à Chicago pour reprendre l'affaire familiale. Alors moi, j'avais dégusté et même dévoré les 2 premières saisons. Je m'étais laissée complètement hypnotiser par l'effervescence de cette brigade, les personnages complètement à fleur de peau. Et puis une approche très inédite de la gastronomie sur écran, que ce soit grand écran ou petit écran. Donc franchement, les 2 premières saisons m'avaient vraiment emballée. Et là, patatras, c'est la déception. En fait...
on arrive à la saison 3, donc la sandwicherie familiale est enfin devenue un restaurant gastronomique. Mais pour moi, c'est complètement une saison qui manque d'enjeux. On a complètement perdu le rythme frénétique des rapports dysfonctionnels entre les membres de la brigade et puis la famille de Carmi, qui est le personnage principal. Et puis d'un coup, en fait, la série a les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que ce qui essayait d'élever la gastronomie au rang hyper artistique dans les séries qui n'avaient jamais été réussies, et ben là, ça devient un truc qui se veut trop intello, où l'esthétique, ça devient une démonstration complète. Et du coup, la sanction, elle est immédiate, c'est qu'on s'ennuie profondément dans cette saison. Il ne se passe quasiment rien. On a les 3 premiers épisodes où l'intrigue n'avance pas. Ça reste quand même une série. Et donc, l'idée, c'est vraiment quand même de faire avancer l'intrigue des personnages, l'histoire des personnages. Et là, ça patine complètement. À l'exception peut-être d'un très bel épisode sur l'accouchement de Nathalie, où Jamie Lee Curtis revient dans la série qu'on avait déjà vue dans les premières saisons, mais très brièvement. Et là, par contre, elle fait une démonstration de jeu qui est absolument formidable. Donc, ne serait-ce que pour ça, regardez cet épisode-là, qui peut d'ailleurs se regarder sans le reste de la saison. Voilà. Mais parce que j'aime bien... Non, vas-y. Mais parce que j'ai pas envie non plus d'être complètement chonchon à la rentrée des classes et qu'on va repartir du bon pied, sur Disney+, quand même, à découvrir, il y a la saison 4 d'Only Murders in the Building, qui là, pour le coup, me faisait beaucoup plus peur que la saison 3 de The Bear. J'avais peur que le côté mystère s'essouffle, qu'on ait du mal avec un 4e meurtre dans le même immeuble à se renouveler. Voilà, mais la série, elle a rien perdu, ni de sa malice, ni de son excentricité, ni de son don de surprise. Donc, par contre, foncez. Là, le soufflet n'est pas retombé. Mais voilà, alors, j'ai voulu la faire tout à l'heure. C'est exactement celle que j'ai voulu placer parce que ça m'étonnait un peu que Marc le sorte pas. J'avais éventuellement, ça sentait un peu le réchauffer. Voilà, ouais, pas mal. Alors Marc, justement, on finit par toi ce tour de table. J'avoue que ça me fait très plaisir parce que c'est moi qui t'ai fait découvrir cette série. Tout à fait. Je vais parler de politique, mais ça sera quand même assez réjouissant. Et pas chiant. Rassurez-vous, pas chiant. Et surtout beaucoup plus réjouissant que le feuilleton actuel à la recherche du Premier ministre. Donc cette série, ça s'appelle The Girls on the Bus, disponible sur la plateforme Max. Et le bus du titre, c'est celui que prennent les journalistes pour suivre la campagne électorale américaine. Et en l'occurrence, dans la série, on suit 4 femmes qui sont plongées dans les remous de la primaire démocrate. Donc on a une journaliste qui est totalement tête brûlée, un peu faux folle, qui entend des voix. Enfin, en l'occurrence, qui même plus qu'entend des voix des gens qui sont morts. Et en l'occurrence, la personne qui est morte et qu'elle voit, c'est Hunter Thompson, donc l'inventeur du journalisme gonzo, qui était incarné par Johnny Depp, notamment dans le film Leaving Las Vegas. Il y a une reporter très aguerrie, qui apparemment est sans faille. Il y a une journaliste d'une chaîne de télé plutôt conservatrice, très conservatrice même. Et puis une influenceuse, qui est plus habituée au like qu'au scoop. Donc ces 4 femmes, on va les suivre pendant les 10 épisodes de la série. Moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que ça réussit quelque chose d'assez casse-gueule, qui est à la fois montrer des coulisses d'une campagne et en même temps un truc un peu soap, c'est-à-dire vraiment avec beaucoup d'intrigues amoureuses, des rebondissements, etc. Du sexe. Et c'est pour ça qu'Émilie regarde, de toute façon. Oui. Et... Parce que la primaire démocrate, clairement, tu t'en fous. Non, mais ce que ça réussit vraiment, c'est que ça montre des sujets sérieux comme le déclassement des populations pauvres, le racisme, et même l'avortement. Il y a une sous-intrigue sur l'avortement qui est quand même très très bien gérée, je trouve. Et en même temps, des trucs très soap, quoi. Donc c'est quand même assez feel good au final. Ça se regarde très très bien. Ça se binge même, je pense. Et voilà. J'ai adoré aussi cette série. Avant même que tu m'en parles, mais ça ne m'étonne pas parce que tu as des goûts très sûrs en termes de série. Elle te donnera pas plus de points au jeu parce que tu lui fais du lèche-bottes. Et tu lis, on voit comme dans un livre. Non, ce qui est vachement bien, c'est qu'en général, les séries politiques, et notamment sur la politique américaine, qui est quand même extrêmement compliquée, c'est chiant. Et on comprend rien. Et là, en fait, c'est très très bien expliqué, mais pas de façon genre un peu lourde, genre on va vous montrer les trucs. Non, en fait, on comprend tout. Le quatuor marche super bien. Sur le papier, elles sont pas censées s'entendre du tout. Et en fait, elles sont vraiment super. Il y a une vraie sororité entre elles. Je l'ai très mal dit, ce mot. L'héroïne, au début, tête à claque. Et en fait, au final, on commence un petit peu à s'attacher à elle. Même attachante. Le seul truc, c'est que j'en peux plus des séries où, à la fin de la saison 1, on te dit suite, à la suite. Enfin, saison 2. Alors, malheureusement, c'est le problème parce que du coup, Max a décidé de ne pas renouveler The Girls on the Bus pour une saison 2.
Ah ouais, tu ne savais pas? Ah non, je savais pas. Voilà, du coup, la série, c'était un peu ma déception parce que j'ai effectivement trouvé que c'était une petite pépite du printemps et il n'y aura pas de saison 2. Donc, on ne saura pas. Après, moi, j'ai vu la série aussi. Je l'ai adorée. Bon, sur le côté politique, moi qui aime beaucoup les séries politiques, j'ai quand même trouvé ça un peu tarte à la crème. Enfin, je veux dire... Si vous avez envie de comprendre comment fonctionne la démocratie américaine, c'est pas cette série qu'il faut regarder. Moi, c'est plus une série de copines en fait, que de séries politiques. Dans un contexte, par contre, effectivement, sociétal qui est hyper intéressant. Moi, je l'ai adorée, je l'ai bingée en un week-end. Par contre, quand j'ai su qu'elle n'était pas renouvelée pour une saison 2, malgré le cliffhanger de la saison 1, ça n'a pas été source de déception pour moi parce qu'en fait, pour moi, c'était une série à concept, c'est-à-dire le titre de la série, 4 journalistes qui montent dans le bus. Bon, si on se refait d'autres élections, enfin, je veux dire, quelle allait être la suite pour développer le concept. Pour moi, ça marchait très bien sur une saison. Il n'y avait pas besoin d'en faire plus. C'est pour ça que pour moi, la fin était peut-être un peu décevante parce qu'il n'y avait pas besoin d'annoncer une suite. Fallait boucler l'intrigue. Donc voilà, pour moi, ça marchait hyper bien comme ça. Et au contraire, peut-être laissons cette saison qui est d'une belle qualité vivre sa vie et sans avoir besoin d'être ternie, peut-être pas une saison 2 qui aurait manqué d'efficacité. Non mais t'as raison, effectivement, c'est plus, on est plus proche de, je sais pas, Sex and the City que West Wing, par exemple. Oui, carrément. Mais quand même, ça dit des trucs, moi je trouve, sur l'Amérique actuelle. Et en fait, il y a une façon de faire dialoguer les personnages qui représentent chacun un peu des courants de l'Amérique actuelle, qui est assez maline. Il y a sur la vision du journalisme aussi, parce qu'elles sont pas du tout les mêmes profils. Et puis aussi, effectivement, oui, sur la vision de l'Amérique, même de la politique et des candidats américains, parce que par exemple, l'un des candidats à la primaire, c'est un acteur de cinéma qu'on a pu voir dans la politique américaine. Ça fait complètement référence à Ronald Reagan. Oui, ou les gens qui veulent que Dwayne Johnson se présente. Oui, parce que c'est un star de film d'action en plus. Ouais, Ronald Reagan et sa femme étaient des stars d'Hollywood avant d'accéder au pouvoir. Et puis en plus, les personnages ont une vraie évolution au cours de la série, je trouve, et certains prennent vraiment de l'ampleur. Par exemple, le personnage de l'influenceuse qui est un petit peu agaçant au début, même si finalement il correspond à un certain type de cliché sur les influenceurs, qui est probablement vrai. Il est quand même assez intéressant, il évolue de façon assez intéressante, je trouve. Il évolue de façon intéressante, mais moi qui ai grandi quand même avec les influenceurs, cette culture de l'influence sur les réseaux sociaux, j'ai quand même trouvé le personnage hyper caricatural. J'avais vraiment l'impression que ça avait été écrit par des gens qui avaient vraiment 30 ans de plus qu'elle, quoi. Et du coup, c'est un peu dommage parce que tu te déconnectes du perso dès le début. En gros, Marc et moi aurions pu l'écrire, quoi. C'est ça. À peu près, ouais, tout à fait. J'avais pas fait le calcul, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que la série a été co-créée par Julie Plec, qui est une des créatrices de Vampire Diaries. Et en fait, la série s'inspire d'une histoire vraie, celle d'une journaliste politique américaine qui a raconté dans son livre Chasing Hillary justement les coulisses des campagnes comme ça. Donc, c'est un mélange assez intéressant. On va finir par une petite nouveauté qui est débarquée en août sur Netflix et qui a beaucoup plu aux internautes de Télé Loisirs. Il s'agit de la série mexicaine Accidente. Alors, je sais pas si... Ah bon, tu vas pas être d'accord avec eux. Alors, c'est en 10 épisodes et ça raconte une fête d'anniversaire qui vire au drame. Et visiblement, voilà, ça a suscité beaucoup de commentaires parmi nos internautes. Laetitia qui nous dit « Je suis à l'épisode 3 et j'ai déjà pleuré ». Laurie, une excellente série pleine de rebondissements. Stéphanie qui dit « Pas mal, mais quand même, c'est hyper machiste ». Et Laïla qui nous dit qu'elle a dévoré ça en 2 soirées. Et surtout, visiblement, beaucoup de personnes qui espèrent que la série aura une saison 2. Alors visiblement, Émilie n'en fait pas partie. Non, voilà, il y a des longueurs en fait, très clairement. 10 épisodes, c'est beaucoup trop. Au-delà des longueurs, est-ce qu'on peut parler de ce pitch ? Donc Laurie parlait de beaucoup de rebondissements. Le pitch de base, je tiens quand même à rappeler que c'est des gens qui meurent parce qu'ils s'envolent avec un château gonflable. À partir de là... Alors j'avoue qu'on a beaucoup pratiqué les châteaux gonflables cet été, donc peut-être pas que je regarde cette série. J'avoue, quand j'ai dit à ma compagne le pitch, elle m'a regardée, elle me dit « T'es pas sérieuse ?» Je dis si. Et donc elle me l'a répété 4 fois. J'ai dit non, mais tu pourrais répéter 4 fois, ce sera le même pitch. Pour moi, c'est l'accidenté de scénario surtout. Alors je vous conseille la news de Télé Loisirs sur justement la série. Et est-ce que c'est plausible qu'un château gonflable s'envole ? Ce sera le mot de la fin pour conclure cette séquence. Katia Rimbert, la journaliste qui va nous rejoindre dans une minute pour le parti pris du mois, devrait sans doute regarder The Girls on the Bus pour se remettre de ses émotions après s'être énervée contre la nouvelle saison de l'une des séries les plus populaires de Netflix.